a une quinzaine de jours, Macronor Dégustator invitait donc à déjeuner dans le plus grand secret 10 grands patrons des médias aux ordres. D'où 4 questions pour un champion. Pourquoi un tel déjeuner? Pourquoi dans le plus grand secret? Pourquoi seulement 10 grands patrons? Pourquoi seulement des médias aux ordres? Calmons-nous, respirons bien fort du CO2 parfumé et reprenons ça dans l'ordre. Pourquoi un déjeuner? Parce que c'est valorisant, une bonne grosse bouffe, parce que déjeuner à l'Élysée est un grand honneur pour tous ceux qui sont soumis au système, parce que se goinfrer de homard et de caviar russe est toujours bon à prendre, parce que siphonner des bouteilles de grands crus aussi coûteux que recherchés n'est pas forcément désagréable. Pour toutes ces bonnes raisons, et afin de faire plaisir à ses interlocuteurs, Macronor Dégustator organise donc un déjeuner. Seconde question, pourquoi le faire en secret? Parce que Macronor Dictator ne veut pas que l'on dise de lui qu'il manipule les grands médias aux ordres. Il faut donner l'apparence de la liberté à ces grands médias aux ordres. Et il ne faut donc pas laisser entendre qu'ils ne sont que les valets de l'Élysée. Troisième question. Pourquoi seulement 10 grands patrons du monde des médias? Parce qu'avec ces 10-là, qui vont du Figaro au Monde en passant par BFM TV, Macronor Conductador couvre la plus grande partie de l'information soumise délivrée aux Français. Quatrième question, pourquoi seulement des médias aux ordres? Et nous sommes là au cœur de ce complot macronoro-médiatique, parce que les 10 patrons sélectionnés viennent en fait écouter la voix du maître pour la retraduire instantanément dans leurs médias respectifs. Ce déjeuner secret donne donc l'exacte mesure de la position de Macronor Corée du Nord par rapport au premier pouvoir en France, qui est évidemment le pouvoir médiatique. Macronor Corée du Nord, en tant que président de la République, s'arroge le pouvoir suprême de pouvoir dicter au système médiatique ce que ce système doit donc dire ou écrire. Il est donc président non de la France qu'il déteste, mais du système médiatique qu'il adore. Point Akbar. Il donne donc la preuve irréfutable que le système politico-médiatique que TV Liberté ne cesse de dénoncer est une réalité incontournable. Et à la tête de ce système trône un Macronor qui se transforme en professeur d'honneur de leçons au grand patron du système médiatique. Bigre, de bougre, c'est fou, fou, fou. Cerise sur le gâteau, les élèves du professeur, qui sont donc les présidents des plus grands groupes de médias en France, quand ils sortent de la grande bouffe secrète, et tel le petit Poucet, sèment sur le chemin de retour à leur bureau le peu de neurones qu'il leur reste et indiquent à leurs collaborateurs les mots exacts du leader Maximo qu'il faut employer et que l'on retrouve instantanément à l'identique dans la plupart de leurs médias. Ils signent ainsi leur propre turpitude en toute bravitude, comme dirait tante Gertrude. Nous avons donc une preuve supplémentaire que les grands médias du système soumis comme jamais à Macronor sont véritablement la voix de leur maître. Je vous souhaite une très bonne soirée. Lorsque Giorgia Meloni est devenue la présidente du Conseil des ministres de l'Italie, le monde français et européen de la résistance a éprouvé à la fois un vif contentement et un vif soulagement. Contentement de voir que le système technocratique européen de façon générale et que le système technocratique italien en particulier subissait un revers important, car l'Italie est un pays qui compte. Soulagement de constater que le monde de la résistance pouvait emporter de grands succès à condition de se comporter en monde de la résistance et non en monde de soumission au système. La présence de M. Salvini au sein du gouvernement constitué par Meloni ne pouvait que renforcer ce contentement et ce soulagement.
Cela dit, un certain nombre d'observateurs attentifs n'ont pas hésité à tirer immédiatement une discrète sonnette d'alarme en indiquant que Giorgia Meloni était fondamentalement européiste et que sa nomination à la tête de l'Italie n'était finalement qu'une sorte de paravent pour calmer les souverainistes italiens. Et voilà que les temps actuels semblent leur donner raison, car Meloni et ses alliés sont apparemment en train de discuter avec le Parti populaire européen pour former avec celui-ci un bloc dit conservateur. Le seul problème est qu'à l'évidence, le Parti populaire européen est aussi conservateur que moi communiste. En fait, le PPE n'est pas un parti conservateur puisqu'il est extrêmement proche de la gauche libérale sur à peu près tous les sujets. Le fait que le parti Les Républicains, le parti français, lui soit affilié est en soi tout un programme. Le parti de Giorgia Meloni ferait donc équipage avec les Républicains français et écornerait donc à l'évidence son image de parti conservateur. Cela dit, faire de la politique consiste, entre autres choses, à agir dans le cadre du possible. Or, l'Italie est en mauvaise posture sur le plan économique, dans la mesure où ses grands indicateurs économiques ne sont pas brillants, notamment sa dette publique. Ce qui est un vrai problème, car du côté des instances européennes, les européistes mondialistes détiennent actuellement à peu près tous les leviers du pouvoir et possèdent donc un pouvoir de nuisance considérable sur l'Italie. L'Italie peut-elle donc entrer en guerre contre le tentaculaire et dictatorial pouvoir européen? Giorgia Meloni pense raisonnablement que cela est impossible à très court terme. Il faut donc actuellement se réjouir que celle-ci, à la tête de l'Italie, prenne des décisions qui vont à l'encontre de la dictature bruxelloise, comme par exemple celle de lutter contre l'immigration ou contre la dictature vaccinale. Et il faut probablement attendre les élections européennes de 2024 qui peuvent produire un réel basculement des forces en présence, ce basculement pouvant se faire en faveur des souverainistes et des anti-mondialistes. Ainsi, dans l'immédiat, il semble que l'on puisse continuer à faire confiance à Giorgia Meloni. Nous n'avons d'ailleurs pas beaucoup d'autres choix. Je vous souhaite une très bonne soirée. Certains pays de l'Union européenne commencent à s'affoler à la vue de la submersion migratoire qu'ils vivent quotidiennement. Il était temps. De l'Autriche à l'Italie, en passant par la Suède et le Danemark, les gouvernants tentent de se mobiliser pour forcer l'Union européenne, totalement immigrationniste au niveau de ses instances dirigeantes, à se doter de moyens sérieux pour limiter sérieusement le tsunami migratoire qui ravage l'Union. Tout récemment, plusieurs pays ont sollicité les dirigeants européens pour leur demander un programme de construction de murs permettant d'endiguer le flot des immigrés clandestins. Des murs? Vous avez dit des murs? Il paraît que lorsque l'on a informé le pape François de cette démarche, il aurait eu des palpitations cardiaques et n'aurait été sauvé que grâce à ses injections vaccinatoires Pfizer passées. Car nous savons que la politique du Vatican en matière d'immigration est très simple, des ponts partout, des murs jamais. Dans un tel contexte anti-murs, la démarche des pays européens, souhaitant des constructions de murs de protection, ne pouvait aboutir qu'à un échec cuisant. Et c'est ainsi que Madame le commissaire européen aux affaires intérieures, répondant du nom compliqué d'Ylva Johansson, elle ne peut pas s'appeler Lochner comme tout le monde. Madame le commissaire, donc, a déclaré doctement « Nein, pas grosse muraille pour protection, Union, nein, ich bin forbidden, prohibited et periculosos pour guerre-si, grosse mur pas utile, nein, zéro grosse mur protection, ich bin ». Je cite maintenant mot à mot la déclaration fracassante qu'elle a faite et qui vaut son pesant de cacahuètes. Écoutez bien. Il n'y a pas d'argent dans le budget de l'Union pour cela. Si nous devions dépenser de l'argent pour des murs et des clôtures, il n'y aurait pas d'argent pour autre chose. Mais elle est magique, cette
Ylva Johansson, qui devrait s'appeler Lochner comme tout le monde, elle sait bien que les commandes de vaccins anti-Covid Pfizer ont coûté à l'Union européenne des dizaines et des dizaines de milliards d'euros. Et quand elle parle de garder de l'argent pour autre chose, elle ne peut que penser aux futures commandes de vaccins anti-Covid Pfizer qui représenteront, comme les commandes passées en 2021 et 2022, la plus grosse dépense que l'Union ait jamais faite, très probablement. Donc, l'Union va garder ses gros sous-sous pour les gigantesques commandes futures de vaccins Pfizer, qui ne permettra aucun contrôle d'une pandémie qui n'existe plus en Europe et ne va pas dépenser le moindre petit sous-sous pour construire des murs indispensables pour contrôler une immigration mortifère. Le pape François, les européistes, les mondialistes, les idéologues de tout poil peuvent s'en réjouir bruyamment. La folie immigrationniste qui peut tuer l'Europe a encore de beaux jours devant elle, jusqu'au réveil des peuples qui arrivera inéluctablement tôt ou tard. Je vous souhaite une très bonne soirée. Beaucoup de Français gardent en mémoire le célèbre film Paris brûle-t-il et la chanson non moins célèbre qui l'accompagnait. Que l'on touche à sa liberté et Paris se met en colère. Force est de constater que certains édifices parisiens manifestent une certaine tendance à brûler et que de la sorte l'on touche à la liberté des Parisiens. Mais qu'hélas, bien peu de Parisiens se mettent vraiment en colère. Ainsi, l'on a pu compter tout récemment dans Paris des incendies d'églises à répétition, d'une signification que n'importe quel rat d'Hidalgo Gogolito peut comprendre sans le moindre effort. Il faut définitivement purger la France de la religion catholique. Le peuple parisien, voyant brûler ces lieux de culte sacrés, s'est-il mis en colère? Ah non, point du tout, ma bonne dame, mon bon monsieur. Aucune réaction d'envergure. L'Église catholique, voyant brûler certaines de ses églises, s'est-elle mise en colère? Non, point du tout, ma bonne dame, mon bon monsieur. Aucune réaction d'envergure. La classe politique, voyant brûler des bâtiments publics qu'elle est censée protéger, s'est-elle mise en colère? Là, ma bonne dame, mon bon monsieur, vous déraillez grave rien qu'en posant la question. Et le ministre de l'Intérieur, responsable des cultes, voyant brûler des églises qu'il devrait chouchouter, s'est-il mis en colère? Alors là, ma bonne dame, mon bon monsieur, parce que vous osez penser une telle chose, vous devriez subir 14 injections du vaccin anti-Covid Pfizer pour votre punition. Mais non, vraiment personne ne va pleurnicher sur des églises qui brûlent dans Paris ou qui subissent des dégradations dans la France tout entière ou qui sont démolies parce que telle est la volonté d'un certain nombre d'élus. Revenons un instant à Moussa Darmarien. L'analyse de son langage pour ce genre d'événement est tout à fait symptomatique. Pour lui, un incendie d'église n'est qu'un incendie de bâtiment. Employer le mot église lui est impossible. Ça ne passe pas. Sa langue pourrait brusquement grossir de façon démesurée et il pourrait mourir asphyxié. Pauvre chou, ce serait vraiment triste pour la France. En revanche, pour lui, la moindre dégradation d'une mosquée est un drame absolu, puisqu'il a fait une allégeance totale à l'islamisme. Pauvre Moussa Darmarien. Revenons aux incendies d'église. Ils sont symptomatiques de cette volonté de détruire définitivement l'Église catholique par la destruction de ses symboles les plus voyants, car l'Église est encore considérée, à tort hélas, comme un rempart solide contre le déchaînement des déconstructeurs des sociétés occidentales. Nous savons tous en effet que les consignes du Vatican sont claires. Aucun rempart pour protéger l'Europe d'une islamisation galopante. Dans ces conditions, avouons qu'une église de plus ou de moins. Je vous souhaite une très bonne soirée.
À la seule évocation du réchauffement climatique, les esprits s'échauffent, les cœurs se glacent, les yeux se mouillent de larmes salées. Et Dieu merci, Greta Thunberg, en français Gratte-moi ton berg, est apparue en Allemagne sur son cheval blanc pour nous parler une nouvelle fois du réchauffement climatique. Et Dieu merci, ses paroles, comme toujours, se sont révélées être de l'or en barre. Sur le climat, résumons les choses comme elles sont. En décembre, il a fait un peu frisquet, nous pouvons le dire. Pour parler comme à Neuilly, on s'écaillait les miches. Les ignares qui ne comprendront jamais rien penseront qu'il avait fait froid parce que nous entrions en hiver. Mais quelle erreur! En fait, il a fait froid parce que le climat se réchauffe. En effet, le réchauffement a produit des courants froids liés à une température calorifique se traduisant par une glaciation des particules circulant librement dans l'air à cause des voitures diesel de l'autoroute A10. Cela se traduisant par une élévation soudaine des nappes phréatiques froides aboutissant à ce que la surface de la Terre devienne glaciale. C'est simple et c'est tout. En janvier, il a beaucoup plu, nous pouvons le dire. Pour parler comme à Neuilly, on s'est trempé les miches. Les ignares qui ne comprendront jamais rien penseront qu'il s'agissait de pluies d'hiver, alors que ces pluies étaient liées au réchauffement climatique, bien sûr. Ce réchauffement climatique produisant une fonte rapide des particules glacées circulant librement dans l'air à cause des chaudières au fioul du Cantal. Cela se traduisant par des bourrasques de pluie sous forme de tempêtes, ces pluies rejoignant la nappe phréatique et le réchauffement de telle façon que les volcans du Cantal se sont remis en activité et ont réchauffé toute la France. C'est simple et c'est tout. Les ignares, qui ne comprendront jamais rien, devraient tout de même se renseigner un peu. Il n'y a plus d'hiver avec froid, pluie et neige. S'il vient de neiger abondamment sur tous les massifs montagneux, c'est le résultat du réchauffement climatique tel qu'expliqué à l'instant, et cela n'a rien à voir avec la saison hivernale. Heureusement que Gratte-moi ton berg et tous les écolos-bobos de la planète sont là pour nous le rappeler en permanence et pour nous culpabiliser sur nos voitures diesel, nos camions qui sillonnent les autoroutes ou nos chaudières au gasoil. Il faudra donc que Gratte-moi ton berg aille le plus vite possible rencontrer nos amis belges qui claironnent partout leurs dernières plaisanteries qui pourrait sembler de l'humour belge, dont on se moque souvent, mais qui est en fait d'une grande profondeur pour analyser le climat. Toussaint en septembre, Noël en décembre. Traduction, il pleut en automne, il fait froid et pluvieux et neigeux en hiver, il fait doux au printemps et il fait chaud en été. Nos amis belges ont tout compris, c'est aussi simple que cela, mais beaucoup trop compliqué pour les écolos bobos. Je vous souhaite une très bonne soirée.